Bon matin, presque midi tout le monde. Welcome to the Teresa Deller Palliative Care Residence. Ça fait un honneur d'être ici avec vous sur la ligne et aussi dans la salle. Ça, c'est notre deuxième année pour notre série au nom de Teresa Deller. Donc, ça, c'est le Grand Browns Teresa Deller. Et pour les gens qui ne savent pas, Teresa est la cofondatrice de la résidence de soins palliatifs, qui est maintenant nommée après elle. Puis on a décidé de notre précieux partenariat avec McGill de nommer la série après Teresa. Et puis, je suis très fière d'accueillir Dr. Sanders qui est avec nous et Dr. Colette qui sont avec nous de loin. Et je vais maintenant laisser la parole à Dr. Sanders pour la présentation. Merci, Dale. Bonjour, mon nom est Justin Sanders et je suis le directeur du programme de Grande Conférence nationale des soins palliatifs de l'Université McGill. Bienvenue à tous. C'est avec le plus grand plaisir que nous vous présentons la prochaine conférence de la série de Grands Browns nationaux en soins palliatifs de McGill. Grâce au généreux soutien de 10 fondations hospitalières locales et de Pallium Canada, nous souhaitons que cette initiative s'appuie sur la contribution historique de l'Université McGill dans le domaine des soins palliatifs en fournissant un moyen novateur de diffuser les dernières innovations, recherches et idées de notre domaine vers des endroits à travers le Canada et au-delà qui n'ont peut-être pas habituellement accès au type de conférenciers que nous présentons généralement dans les murs de nos institutions académiques. Avant de présenter notre conférencier, nous souhaitons reconnaître le territoire sur lequel cette conférence est donnée. Les membres de ce comité et leurs déclarations pertinentes incluent Dr. Justin Sanders, qui a des relations avec la Maison Saint-Raphaël, the American Society of Clinical Oncology, Connections Inc. et le Congrès international de soins palliatifs de Montréal, et qui a reçu des honoraires et des subventions au cours des 2 dernières années de the Oregon Health Sciences University, des instituts de recherche en santé du Canada et du réseau de cancérologie Rossi. Zelda Freitas déclare des subventions et une relation avec le Conseil de soins palliatifs de McGill, Nova Montréal et le Centre canadien d'excellence en matière de soins aux aidants. Dr. Naomi Golaf déclare des relations avec la Société canadienne des médecins en soins palliatifs et des subventions de la Fondation Kindred et de l'Association québécoise de soins palliatifs. Dr. Olivia Wen reconnaît une association avec la Société québécoise des médecins de soins palliatifs et une subvention de recherche de la chaire de la famille Blanchard pour l'enseignement de la recherche en soins palliatifs. Et Dr. Arjorie Tsimicalis divulgue une relation et des subventions de l'hôpital Shriners pour enfants. Les Dr. Janelle Walsh et Oral Shuker n'ont aucun conflit d'intérêt à divulguer. Cette série est rendue possible grâce à des subventions éducatives sans restriction de la Fondation de Cancer Cèdre, de la Fondation de l'Hôpital Douglas, du Centre de bien-être Hope & Cope, de la Fondation de l'Hôpital général juif, de la Fondation des Centres universitaires de santé McGill, de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal, de l'Institut montréalais de soins palliatifs, une branche de la résidence de soins palliatifs Teresa Deller, de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, de l'Institut neurologique de Montréal, de Pallium Canada et de la Fondation de l'Hôpital Saint Mary. Une merci particulière au département de médecine de famille à McGill pour leur soutien en nature. Nous présentons ici une stratégie pour atténuer le biais potentiel. Les objectifs d'apprentissage généraux du programme sont les suivants. Examiner les approches innovantes pour la mise en œuvre des soins palliatifs dans différents contextes.
évaluer les stratégies permettant de relever les défis les plus importants dans le domaine des soins palliatifs et apprécier les dernières recherches dans le domaine des soins palliatifs. Merci à tous d'être présents, que ce soit virtuellement ou en personne. Notre conférencière aujourd'hui est le Dr Nadia Collet. La Dr Collet est art-thérapeute certifiée par la Fédération espagnole des associations professionnelles d'art-thérapie. Elle travaille à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Santa Cruz de Sant Pau à Barcelone, en Espagne, ainsi que l'Institut de recherche du même hôpital. Elle est membre de l'équipe promotrice du groupe de travail sur la spiritualité de la Société espagnole de soins palliatifs. Professeure en maîtrise de soins palliatifs, art-thérapie et soins infirmières, Nadia est titulaire d'un doctorat en psychologie, d'une maîtrise en art-thérapie transdisciplinaire et développement humain, d'une maîtrise en conseil intégratif relationnel pour le deuil, la perte et le traumatisme, d'un diplôme de 3e cycle en accompagnement spirituel en milieu clinique, d'une licence en biologie médicale et d'une licence en beaux-arts. Elle a travaillé comme microbiologiste à l'Institut pour des centres de tumeurs de l'Université libre de Bruxelles en Belgique et comme professeur de l'université à la Faculté des Beaux-Arts de Valence en Espagne. Accueillons maintenant Dr Nadia Collet. Un très grand merci à toute l'organisation pour cette invitation. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur d'être ici et d'avoir l'occasion de vous présenter mon travail. En ce qui concerne la déclaration, je reçois des subventions de la part d'une organisation à but non lucratif, la Fondation Memora, depuis 2012 et jusqu'à maintenant. Et quant aux objectifs, il s'agira de mettre en avant l'approche intégrative de la thérapie en soins palliatifs et en s'appuyant sur des preuves scientifiques et de décrire l'intervention d'art-thérapie au moyen d'exemples cliniques et aussi de proposer des collaborations entre professionnels, bien d'équipes comme aussi de la société pour en vue d'avoir une vision sur la fin de vie plus holistique. Alors, j'ai choisi ce titre, L'immatériel se fait tangible. Et pour vous le montrer, je voudrais tout d'abord remercier énormément toutes les personnes qui m'ont autorisé à vous présenter ici des images et des récits de leur expérience. Et voici l'hôpital où je travaille. En bas, la partie moderne d'assistance et sur la gauche, l'ancien hôpital, qui est un monument de l'art nouveau catalan, qui est aujourd'hui transformé en musée. Et je travaille au sein de l'unité de soins palliatifs pour adultes, mais je suis engagée par l'Institut de recherche de mon hôpital, grâce au financement de cette fondation externe. J'aimerais contextualiser mon intervention avec 2 documents importants dans le domaine. Et le premier, c'est le rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui montre que les arts ont un impact favorable sur la santé physique et sur la santé mentale. Et puis avec le deuxième document, c'est une révision systématique accompagnée d'une méta-analyse, et cette fois en art-thérapie plus concrètement, et où les preuves montrent que l'art-thérapie peut être considérée comme un bon complément de l'assistance médicale standard. Donc, on va parler d'art visuel, mais c'est important de souligner que le premier objectif de l'art-thérapie n'est pas du tout de produire un résultat esthétique. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de joli. Et ce qui compte, c'est le vécu d'un processus créatif
comme une source de bien-être et de prise de conscience. Et pour cela, nous avons des objectifs thérapeutiques qui vont être travaillés dans la relation avec l'art thérapeute, qui doit être une personne formée spécifiquement dans cette discipline. Quelques descriptions de mon intervention. En règle générale, j'offre des sessions individuelles, mais toutes les fois où c'est possible ou nécessaire, j'introduis un proche pour pouvoir travailler en couple. En général, dans la chambre même de la personne, du patient, la patiente, et une session dure à peu près 1 heure approximativement. C'est de manière quotidienne ou de manière alternée en fonction des préférences de la personne et de ses besoins aussi. Quel est mon cadre conceptuel? C'est celui de la psychologie humaniste, plus particulièrement existentielle, accompagné d'une approche phénoménologique, c'est-à-dire plus centrée sur la conscience de l'expérience dans l'ici et maintenant. Je me suis aussi formée en conseil intégratif relationnel en deuil et en accompagnement spirituel pour pouvoir enrichir mon intervention d'art-thérapie. Alors, on a parlé de processus, et qu'est-ce qu'on entend par là? Avec ce premier exemple de Nieves, et ce qu'on va voir, c'est par exemple la possible transformation d'une image. À gauche, Nieves représente de cette manière la panique qu'elle sent chaque soir parce qu'elle a des pensées intrusives où elle voit sa mort dans une énorme souffrance avec beaucoup d'angoisse. Et après bien des hésitations, elle réussit à faire ses traits pour le représenter. Elle est un petit peu soulagée, libérée après cette expression, mais quand même l'image est assez écrasante pour elle. Et elle préfère l'enfermer dans un tiroir. Et puis, 10 sessions à peu près plus tard, nous reprenons l'image en changeant les orientations du papier. Et dans l'une de ces orientations, Nieves reconnaît la forme stylisée, hein, d'une tête de femme africaine. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit, je pense que c'est vrai, voilà. Il y a un cou allongé, on le voit, un haut chignon. Je remarque que C'est pas possible. c'est pas possible. Alors, je vous demanderai de l'imaginer, tout comme Nieves, précisément parce que cette apparition de cette figure, cette identification, c'est pour elle, qui est absolument passionnée d'Afrique et où elle a voyagé, c'est le souvenir qu'elle en a, et elle se met à entourer cette tête de grandes plages de couleurs vives, comme on voit. Et son titre remarque j'emballe mes peurs et la colère. Et donc, à l'image de la souffrance se superpose maintenant un souvenir plein de vitalité. Et après cela, Nieves m'explique que c'est pour elle une manière de comprendre mieux comment elle fonctionne. Et donc, on voit qu'à ce moment-là, ça permet une meilleure adaptation. On parle de processus, mais aussi processus ici. Ça marche. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que c'est pas connecté avec le système, c'est juste laser pointer. Voilà, maintenant, oui. Ouais, non, on peut non, avancer. c'était juste pour avancer, mais ça n'a pas bien marché. Voilà, maintenant c'est bien. Processus aussi dans ce dialogue en peinture, accompagné d'un proche, où la consigne est de ne pas parler durant 10-15 minutes à peu près et de ne le faire qu'avec la propre couleur et avec des formes. Et alors, l'expression non verbale est sur le papier, mais elle est aussi sur les visages, dans les regards, et après on se raconte l'expérience. Et puis aussi, processus avec Karma, qui a choisi dans la palette sa couleur préférée, c'est un bleu cobalt, avec lequel elle a peint la sculpture sphérique qu'elle présente, mais aussi elle l'a appliquée au visage, comme on le voit,
en signe de la grande lutteuse qu'elle se sent être. Après, dans une autre session, elle explore sur le papier, dans cette boule bleue, ce qu'on voit apparaître, c'est le mot heureuse. Et elle nous dit ainsi que c'est possible de sentir ces sensations malgré la situation qu'elle traverse. Et le mot vie apparaît avec relative fréquence dans les travaux. C'est le cas avec Ernesto. C'est le cas aussi pour Neves qui parle de source de vie, ou avec ce fragment de titre, La vie qui s'écoule. Et rappelons, à travers ces exemples, les mots du grand peintre Paul Klee, l'art rend visible l'invisible. Et c'est bien là le centre de l'art-thérapie. Mais je dirais qu'appliqué avec méthode. Méthode poétique, comme disait un grand psychologue de référence chez nous, et aussi un grand ami, le professeur Ramon Valles, qui nous rappelle que la méthode scientifique est absolument indispensable, bien sûr, mais qu'elle est insuffisante pour capter le caractère unique et irremplaçable de l'expérience, de chaque expérience. Et utiliser la poésie de l'imaginaire, du jeu, le jeu dans le sens le plus noble du terme d'apprentissage vital, utiliser la fantaisie, la perception, ce sont là les parties les plus saines de la personne, mais elles sont cachées, elles sont là, hein, mais elles sont cachées, je dirais même ensevelies avant terme, sous des couches de maladie, de souffrance. Et l'art-thérapie les fait émerger, bien visibles, à travers les métaphores visuelles, à travers la narration, à travers les contenus symboliques. C'est en fait donner une voix à l'ineffable. Voyons l'exemple de Alberto, qui manipule de l'argile pour la première fois, et avec quel beau résultat, de fait, même si ce n'est pas l'objectif. Et j'attire votre attention sur l'expression de son visage et sur son expérience tactile et visuelle. On va voir en action. Que vaya cambiando, que lo tengamos. Que le vayas dando la forma que tú quieras. Quiero tan sencillo. ¿Eh? Y a mantenerle. Eso tendremos que ingeniárnosla para poder darle la forma que tú quieras, un poquito así movido. Le vamos a dar vida. Oh, mira. Cette concentration. Et dans la session suivante, après avoir donné cette forme un peu courbée, dynamique à la sculpture, pardon, excusez-moi, et Alberto décide de donner une fonction à son animal. Et avec ce symbole, il en fait un animal de sauvetage, donc comme protecteur. Et donc, on l'a vu, le corps est en action, et puis en relais avec la pensée, et ainsi de suite. Et l'Organisation internationale Cochrane, d'autorité en matière scientifique, situe l'art-thérapie dans le groupe de la médecine corps-esprit, au sein de sa classification de la médecine complémentaire. Et en art-thérapie, les travaux, les productions artistiques sont, métaphoriquement parlant, un peu comme des ponts tendus entre ces deux entités qui sont très souvent opposées. Et au contraire, elle sert à les rapprocher, à les harmoniser, à les intégrer. Et donc, on reprend ces concepts de processus, de méthode poétique, de corps et esprit en action pour approfondir avec l'exemple de Mercé. Elle présente un cancer du sein avec des métastases pulmonaires, et quand elle entre à l'hôpital, elle est en grande difficulté respiratoire et aussi épuisée de souffrir, au point qu'elle pense qu'il m'endorme et on en finit. Et c'est un peu ce qu'elle projette
un peu non, tout à fait, ce qu'elle projette dans cette image de voguer à gauche. Pour elle, c'est le chaos. Après quelques sessions, nous nous fixons comme objectif d'explorer la peur. Et elle la représente avec des aquarelles rouges, c'est l'image qu'on voit et qui occupe tout le terrain et qui l'empêche de récupérer son calme. Elle voit que les deux gouttes rouges ont coulé et elle imagine, elle l'identifie, elle y voit deux petites jambes qui pourraient mettre en mouvement tout cela, un peu faire comme si la peur pouvait s'en aller sur ces deux petites jambes. Et on va retrouver maintenant Mercé en action avec un travail qui fait suite à cette exploration. Perder el control de la obra. Sí, Muy bien. porque si A hago ver. esto, se va a mover como le dé la gana. O sea, aquí, Entonces, ¿sabéis qué me gustaría? a ver. Como un spray. Vale. Adelante. Wow. Plena acción. A ver. He oído un wow. ¿Qué quiere decir? Wow, wow. A ver. Porque se mezcla todo, me encanta. Es como el descontrol total. Wow, efectivamente. Me llega. Que es lo que quiero. Para mí es el ser capaz de soltar ese control, ¿no? Y que se haga solo, sin mi intervención. O sea, mi intervención, pero no controlada, por decirlo de alguna forma. Eso es. Y mira cómo ha cambiado desde hace un momento el miedo. Mucho. Vuelve a haber Mucho. lagunas entre medio de más disgregación, ¿Qué pasa aquí? de más... Que cobra una un... nueva textura Sí. que ha cambiado totalmente, porque ha quedado como debajo. Está, pero está como más opacado por otros colores y en sí el mismo también está más disgregado, más sutil, más... Donc ici, j'aimerais faire une parenthèse conceptuelle. Et quel meilleur expert que Balfour Mount avec son étude qualitative emblématique qui nous rappelle qui montrait que la souffrance, l'angoisse, il peut y avoir un mouvement depuis cet état vers une sensation de plus de bien-être. Et ça peut se faire à travers des liens innés, des liens réparateurs, des liens de guérison, avec soi-même, avec les autres, avec le monde sensoriel, et avec aussi comme une confiance en un sens suprême. Et ce mouvement, dans le modèle du soin de l'âme, Carly Weininger propose de le comprendre depuis les profondeurs de la psyché, qui pourrait être comparé comme une métaphore à une vague de l'océan. Dans la partie, au sommet, la partie consciente qui contient l'ego effrayé par la mort, et au-dessous des couches de l'inconscient. Et il peut y avoir, depuis le plus profond des couches de l'inconscient, depuis un mouvement, une connexion, une touche apaisante, un peu comme du fond de l'océan, il pourrait y avoir ce calme donné à des vagues agitées en surface. Et je trouve que c'est là un très très bel exemple, un très beau modèle pour ce qui se passe en art-thérapie. Et c'est un peu le « oh » qu'on a je ne sais pas si on l'a entendu, de Mercé, qui remarque quand dans les formes et dans les couleurs, sa peur se désagrège. Ou c'est aussi l'apparition soudaine de la tête de femme africaine pour Nieves. C'est touche apaisante. Et on le voit, l'art-thérapie facilite qu'il y ait ces liens, des liens innés dans la personne, et avec le moi profond. Les auteurs l'appellent moi profond, âme, essence, self, moi authentique. Le mot importe peu, ce qui compte ici, c'est vraiment
l'expérience au plus profond de la personne qui est universelle. Et retrouvons alors avec cette idée de la connexion avec soi-même, la réflexion que fait Mercé. ¿Por dónde empiezo? Quiero desmontar algo, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Y entonces es el propio miedo a lo que está por venir. La vida es lo mismo, ¿no? O sea, si creas tú vas creando toda realidad, pero da miedo crearla, da miedo un cambio. Cambia el decir, puedo crear desde cero, pero en positivo, no en negativo, que siempre es lo que hacemos. O sea, el miedo siempre es a encontrarnos con algo malo. Y el miedo está delante de algo vacío. O sea, como estaba este lienzo. Y era vacío. De querer que sea como nosotros hemos decidido, nuestra mente ha precondicionado a que tenga que ser así. Sí. Exacto. Soltar el control. Así has dicho, ¿no? Y qué difícil es soltarlo. Rencontre de soi-même et aussi pour Nieves à travers ce collage il y a ce voyage au moi le plus profond, c'est le titre qu'on voit sur à la droite de l'image et c'est le visage qu'elle découvre sous les masques du quotidien, même si c'est un visage de tristesse, à travers la vie qui s'écoule, à l'encontre du calme des églises, dit-elle, et aussi de sa disposition inconditionnelle à aider les autres. Et c'est aussi comment résume Elia cette idée de profondeur en parlant de ses œuvres. Pienso que son puertas mágicas que hay que ir abriendo y que hay que permitirse abrirlas para permitirse conocerse a una misma en profundidad. Son puertas al conocimiento. Malheureusement, Elia, son état s'est détérioré moins de 2 semaines plus tard et elle est décédée effectivement rapidement, mais avec cette expérience vécue. Et donc, expérience avec soi-même et puis expérience avec les autres, d'autres liens. Ici, c'est une réconciliation entre 2 amis qui s'étaient distanciés depuis des années, à l'initiative prise par la patiente, de fait. Et après un dialogue en peinture, les 2 femmes m'expliquèrent qu'elles craignaient un peu de ne pas savoir trouver les mots pour les retrouvailles et que ça avait été bien plus facile pour elles de dire les choses, dans ce cas-ci, en couleur et en forme qu'avec des mots. Et donc, on voit que des questions laissées en suspens en fin de vie peuvent être facilitées par l'art-thérapie et voire accomplies. Mais aussi, comment renforcer des liens déjà très étroits, ici entre mère et fils, et on voit apparaître, que vous le voyez, au milieu des traits bleus, le signe de l'infini. Et de l'infini, de cette dimension au-delà de soi-même, on en vient tout naturellement à ces liens avec un sens suprême. Et j'aimerais, pour pouvoir illustrer ce type de lien, suivre Manuel, qui est un patient qui tentait le souhait très intense de hâter la mort. Et pourtant, il va s'engager très intensément dans un long processus créatif. Et à la fin, vers la fin, il décide d'offrir une de ses peintures, c'est celle qu'on voit sur l'étagère, à sa petite fille, Isla, de 2 ans. Il est très triste de ne pas pouvoir voir grandir sa petite fille. Et il va le rédiger
une lettre pleine de conseils et qu'il enroule comme un parchemin et puis il la dédicace et qu'il espère qu'il va être transmise par les bons soins de la maman à la petite quand elle aura atteint l'âge adulte. Et on voit pour ce grand-père la possibilité, à travers ses œuvres, d'être présent dans le vie pour lui. Donc, d'être là, présent, au-delà de sa propre existence. Et là, c'est un patient qui parlait, et souvent, ce sont les proches en deuil qui attribuent ce sens d'une valeur, de quelque chose de laissé derrière soi dans les images. Et ici, c'est Carla, qui, 4 ans après la mort de son époux, se souvient des sessions passées à l'hôpital avec leurs jumelles. Et c'est un peu comme si Carla continuait à être là avec l'image. Et toujours dans ce lien avec plus loin que la propre vie, on va retrouver pour la dernière fois Mercé dans son processus. Elle dit qu'à partir de cette image qu'elle a créée sur un papier qui comporte déjà une silhouette, juste une note technique blanche, et la personne la transforme à son gré. Et pour elle, à partir de là, elle recommence ses méditations et elle dit qu'elle ressent de la paix, comme une lumière qui pourrait passer depuis ses racines symboliques, donc la profondeur, jusque cette partie bleue qu'on voit entre une connexion avec une force plus grande qu'elle-même, dit-elle. Et après cela, Mercé réalise cette autre image où sur le support, elle trace cette ligne verte qui sépare 2 zones. En bas, c'est le présent, où mère et fille sont représentés comme 2 oiseaux en vol. Et dans la partie supérieure, elle fait allusion à une dimension différente où elle aurait disparu. Et là, mère et fille sont représentés comme ces 2 sphères oranges, entourées d'un lien rose laissé ouvert, et entourées aussi de plumes d'oiseaux. C'est un petit peu ce qui reste du vol des oiseaux du présent, un peu flottant dans un ciel éthéré, et où elle aimerait voir continuer leur relation. Et au dernier moment, Mercé dit « mais il manque quelque chose ici ». Et elle ajoute une petite porte bleu ciel. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est sur la partie gauche inférieure. On la voit à l'œuvre, de fait. Et elle conclut en la marquant sur le papier, c'est une ouverture à toutes les possibilités, une expansion. Et en fait, c'est un symbole de passage. On voit ici que Mercé réussit enfin à nommer dans la peinture, et aussi avec des mots après, ce qui la terrorisait tellement. Et voilà pour la méthode poétique. Mais j'utilise aussi la méthode scientifique pour produire des résultats d'évaluation de notre intervention. Par exemple, avec cette étude d'un échantillonnage de 83 personnes, où on a pu observer des réductions significatives de la douleur, de la dépression, de l'anxiété, du mal-être. Ou bien nous avons aussi quantifié la manière dont s'exprimait ce quelque chose de laissé derrière soi, quelque chose de transmis, un peu comme un héritage artistique, si on veut. Et dans cet échantillonnage de 97 patients, à peu près un tiers de tous les processus d'art-thérapie montrent cette présence de cette valeur. Il est possible que ce soit un peu sous-estimé parce que dans cette étude, nous avions repris uniquement les manifestations spontanées de la part des personnes. Il est possible que des personnes l'aient senti, cette valeur, cette sensation, mais que ne l'ait pas communiqué ni à l'art-thérapeute ni au reste de l'équipe. Et qui manifestent le plus cette valeur de transmission, ce sont surtout les proches dans la moitié des cas. Vous avez les chiffres ici. Et juste mentionner cette autre étude que nous avions entreprise pour situer un peu nos résultats
dans une révision par cartographie des effets probants de l'art-thérapie en cancer avancé, avec des conclusions d'effets significatifs surtout sur l'anxiété et la dépression, le bien-être spirituel et la perception d'une sensation d'aide et de sensation de plaisir aussi dans l'action artistique. Vous avez aussi observé certaines limitations méthodologiques, mais qui guident les recherches futures. Voilà. Pour aborder un chapitre de possible collaboration entre professionnels. La présence de l'art-thérapie au sein de l'équipe interdisciplinaire peut permettre de diriger un regard plus artistique de la part des autres membres de l'équipe, c'est-à-dire d'être plus proche de l'expérience vécue par les patients en fin de vie. Et de fait, chez nous, on a remarqué que quand l'équipe médicale s'enquiert du processus d'art-thérapie auprès d'une personne, cette personne a tendance à donner plus de valeur à son processus et à s'engager aussi plus envers les interprétations qu'elle en fait. Et alors, comment encourager cette perspective artistique, cette perspective plus holistique, en fait? Et, par exemple, c'est prendre conscience de la présence des métaphores verbales dans notre communication verbale habituelle, parce que ce sont des images, en fait, et c'est une manière d'exprimer les choses qui sont très difficiles, très complexes à dire avec d'autres mots, et ne pas laisser passer ces images que peut apporter la personne. C'est être beaucoup plus proche de l'expérience vécue, de ce que ressent la personne. Et puis, par exemple, c'est se rendre compte si la personne a des hobbies artistiques qu'elle avait développés avant la maladie ou qu'elle a abandonné et qu'on peut encourager à reprendre si c'est compatible, c'est réalisable en milieu sanitaire. Et puis un autre exemple, c'est partager la contemplation. Ça peut être à partir d'une image, une photo d'œuvre d'art, à partir d'une photo de famille. Ça peut être à partir d'éléments de la nature, évidemment, avec quelque chose d'aussi habituel qu'un ciel nuageux qu'on voit par la fenêtre ou des feuilles d'arbres qui bougent dans le vent. Hein. Mais c'est prendre le temps, 30 secondes, une minute, de s'arrêter et de regarder en présence de la personne et puis de partager des sensations, d'être proche à ce moment-là. En fait, c'est utiliser à un niveau général cette méthode poétique par tous les membres de l'équipe et puis donner le relais dans les cas où c'est nécessaire ou possible à un niveau plus approfondi de méthode poétique comme vers l'art-thérapie. J'aimerais aussi souligner l'utilisation de l'art-thérapie pour le bien-être des professionnels, et pour lutter contre le burn-out et en exprimant des émotions, en construisant du sens. C'est la même chose que pour les personnes. Et j'entends cela dans un cadre le modèle de Kearney Weininger, qui est la prise de soin de soi, en prenant conscience de la pratique clinique. Et de fait, Michael Kearney, au sein de cette même conférence l'année passée, avait appelé ça la résilience profonde. Et l'art-thérapie peut aider à cela. On a vu dans les exemples, je l'espère. Et ici, des collègues de formation en psychothérapie du deuil, en pleine action, et puis aussi ici des formations d'un master en soins palliatifs pour élargir, je dirais, l'espace de communication à partir des œuvres qui ont été créées. Et pourquoi avec quel fond réellement un questionnement personnel. Qui suis-je pour prendre soin des autres, pour accompagner la souffrance des autres? Quelles sont mes propres souffrances, mes propres blessures?
Et ces questions tournent autour de quelle est ma motivation professionnelle pour être en soins palliatifs? Où en suis-je avec le travail de mes propres pertes, de mes propres deuils? Quelle est ma propre vision de la vie et de la mort? L'œuvre d'art, l'art, avec les moyens les plus basiques, universels, du trait, de la couleur, peuvent aider à cette introspection. Et une image, une métaphore aussi de ce travail visuel. Et ce plongeur qu'on voit au bas qui pourrait représenter tout personnel sanitaire et qui invite à la profondeur à cet autre plongeur qui pourrait être tout patient, toute patiente. Comment offrir ce voyage avec le maximum d'efficacité, le maximum de sécurité pour les deux. Et si ce n'est à partir d'une connaissance déjà de la profondeur, d'avoir exploré les fonds toi-même. Alors, il y a eu des résultats préliminaires sur ces travaux avec cette prise de conscience et cette sensation de paix intérieure chez les professionnels. Et voilà, pour terminer, j'aimerais souligner l'utilité des arts en général pour nous aider à ouvrir les portes de nos unités de soins palliatifs à la société, ce n'est pas toujours facile, contribuer à dissoudre les tabous qui sont encore très souvent associés à notre activité. Et avec cet exemple d'une exposition que nous avons organisée il y a déjà une dizaine d'années, Lumière profonde, et l'idée est qu'on peut porter un regard vers la fin de vie plus coloré, adopter toutes les couleurs au lieu du noir qui est trop souvent uni à l'expérience. Alors j'aimerais passer rapidement une petite galerie d'images pour voir le processus de ce projet que nous avions réalisé. Et ici, les ateliers... Ah, j'ai oublié de dire, pardon, qu'il s'agissait d'exposer des œuvres de patients qui avaient été accompagnés dans notre unité, des œuvres de personnes, de leurs proches en deuil, et des œuvres d'artistes professionnels qui avaient été invités à rencontrer ces personnes en deuil. Voilà. Et donc, les ateliers avec les personnes endeuillées, l'hommage rendu aux personnes décédées dans les ateliers, et puis aussi beaucoup de recueillement, de tristesse aussi, lors de l'élaboration des images, et qui pouvait contraster ici un proche, et qui pouvait contraster cette même personne en rencontre avec un des artistes professionnels, en parlant des mêmes choses, hein, mais depuis une perspective différente. Et puis le jour du vernissage, et on voit, ça avait lieu à la partie musée de notre hôpital, avec des panneaux pédagogiques, les plus pédagogiques possibles, et aussi les plus poétiques possibles, pour aller à l'encontre de ces travaux qui ont été exposés. Des patients, et puis il y a aussi des artistes. Celle-ci, c'est une œuvre d'artiste, tout comme celle-ci, ou bien aussi ma propre réponse créative que j'avais envie de partager aussi. Et au fond de l'espace, nous avions placé des panneaux pour recevoir des feedbacks, des retours d'images et de phrases de la part du public. Et ce qu'on a vu, ça nous avait impressionné, ça nous avait beaucoup plu, c'est que l'intérêt, disons, l'attention de l'espace d'exposition s'était littéralement déplacé vers le fond de la salle, où je ne sais pas si on le voit ici, mais les panneaux regorgeaient, et les murs aussi, aux alentours, étaient vraiment ouverts de réactions du public. Ça montre que malgré le silence et parfois la clandestinité sur nos activités et ce qui se passe en soins palliatifs, il y a un besoin de la société, un besoin du public de pouvoir communiquer. J'invite les personnes intéressées à visiter le site web. Nous avons créé un
en souvenir de cette exposition. Et voilà, en compagnie de Carlas, qui représente un peu ici toutes les personnes accompagnées, envers lesquelles je sens beaucoup de gratitude. Je voudrais vous remercier énormément de votre attention aujourd'hui. OK. J'ai une question. Olivia Nguyen demande, merci pour cette présentation, c'était rafraîchant et touchant aussi de voir les patients, leurs réflexions, leur expression, leur visage. Merci pour ce petit moment, peu de couleur, de lumière et d'humanité ce midi. C'est pas une question en fait. Ah, non. Des questions? Il y en a un autre. Merci énormément. Avez-vous des conseils pour intégrer l'art-thérapie dans les situations qui évoluent rapidement quand il y a peu de temps devant nous? Merci pour la question. Vraiment, c'est l'exemple même que je vis chaque jour depuis des années parce que je travaille au sein d'une unité hospitalière où là, il y a comme je le crois dans tous les grands hôpitaux, une forte pression pour que les séjours hospitaliers soient les plus courts possibles. Et donc, on a peu de temps. En fait, le travail qu'on a vu de soulagement des symptômes, c'était après des évaluations de 1 session, 3 sessions et de 5 sessions. Et on observe déjà des résultats significatifs après 1 session pour les SAS qu'on avait utilisés. Et il y a un effet. Et c'est clair qu'il faut complémenter cet effet significatif, statistiquement significatif, par une documentation de l'expérience. On va aller avec la méthode qualitative pour la complémenter. Mais je pense qu'après, déjà, j'espère répondre à la question que vraiment, avec très peu de sessions, on peut déjà voir des effets. Oui. C'est un peu égoïste comme question, mais est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a fait leur voyage à travers les photos? À travers la photo, comme moyen, comme forme d'art, est-ce qu'il y a moyen d'art, ouais. Il y en a peu, c'est vrai. Peut-être parce qu'à l'unité, justement, les personnes arrivent déjà avec une grande symptomatologie. C'est une unité, on n'est pas comme ici, malheureusement, hein, dans un bien-être, un entourage comme celui-ci. Le moyen photographique pour les personnes qui l'ont utilisé quand même un peu à l'hôpital était relativement limité parce qu'il y avait plus suffisamment de mobilité pour le travailler. Mais on avait travaillé sur des images recueillies de la propre collection. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut surtout travailler, c'est l'expérience dans l'ici et maintenant. Et utiliser du matériel du passé, je pense que ce n'est pas vraiment la meilleure forme d'obtenir nos objectifs dans l'ici et maintenant. Et donc, les photos des autres servent beaucoup à cela. Donc, le collage, vraiment, c'est une mode de travail photographique. Je ne sais pas si votre question était plus dirigée sur la propre expérience photographique. Donc, c'était juste pour savoir si quelqu'un qui peut-être a fait ça pendant sa vie a décidé que leur façon de s'exprimer, c'était... Sans aucun doute, parce que c'est un des grands arts et c'est clair que ça peut se faire. Et j'ai beaucoup de photos. Enfin, c'est vrai que la photographie est extrêmement valorisée et il y a beaucoup de patients qui l'ont utilisée comme des grands adeptes à la photo. Et ils se prennent vraiment très, très au jeu avec l'utilisation des photos de revue et de la possibilité de créer une nouvelle image. Le collage, c'est peinture et photo en même temps.
Est-ce que l'art-thérapie change en fonction de l'âge de patient? L'art-thérapie en soi, comme objectif, comme discipline, c'est la même chose. Chez nous, mon expérience est avec des adultes. Hein. Donc, c'est clair qu'une art-thérapeute spécialisée dans le travail avec des enfants en fin de vie, certainement, elle pourra donner des présentations et des exemples qui vont différer de ce que j'utilise ici. À partir de 18 ans, c'est notre plus jeune patient, jusqu'à la limite actuelle. Les objectifs sont différents, sont exactement les mêmes. Ce qui peut différer, c'est la manière de s'attacher à telle ou telle photo lors d'un collage, justement. Donc, il faut avoir beaucoup de matériel différent. Réellement, le processus de contact, c'est la même chose. Ouais. Avez-vous un exemple d'une expérience avec un patient ayant des troubles cognitifs que l'art-thérapie a permis de révéler quelque chose de marquant pour lui-même ou les proches? Nous avons des expériences avec des personnes, effectivement, qui ont un déficit cognitif et c'est extrêmement utile. C'est ce qui est... je ne travaille pas spécialement avec ces conditions-là parce que dans les études, les protocoles d'études scientifiques, en règle générale, un des critères d'inclusion était d'avoir la suffisance réponse cognitive pour pouvoir participer à l'expression de l'effet. Mais j'ai travaillé avec des patients qui n'étaient pas inclus dans ces études et on travaille avec ce que la personne a besoin d'exprimer. Et l'art-thérapeute doit pouvoir s'adapter à ses besoins. Et il est possible donc qu'une personne qui n'a pas cette faculté cognitive ne donne pas une interprétation symbolique et n'a pas un lien exprimé de la même manière, mais l'effet, l'impact de la couleur, des formes et de la manière dont cette personne, avec ses propres conditions cognitives, puisse manipuler les matériels, peut donner un effet extrêmement bénéfique. Beaucoup de questions en ligne. Pour ceux qui ne sont pas formés en art-thérapie, comme moi, mais dont le travail est plutôt orienté vers le psychosocial, est-ce qu'il y a une technique de base qu'on pourrait adapter pour des clients inclinés vers la piste créative? J'espère qu'avec la diapo des propositions créatives à développer, il y aurait une de ces pistes qui pourrait être suivie par cette personne. Et merci de faire cet appel aussi à la manière d'utiliser les arts, en fait. L'art appartient à tous. L'art n'appartient pas aux art-thérapeutes, évidemment. Et donc, si on n'est pas formé en art-thérapie, on ne fera pas d'art-thérapie, mais on utilisera l'art avec l'effet thérapeutique que l'art a. C'est certainement pour ça que l'art s'est maintenu chez l'être humain, parce que ça a une valeur. Sinon, l'évolution biologique aurait fait disparaître cette faculté. On ne serait plus là. Donc, ça a déjà un effet. Et l'art, bien sûr, est utilisable. Si une personne a envie, elle voit que ça peut être favorable de s'installer à peindre, je parle de cette travailleur sociale, et à peindre en compagnie d'une autre personne, à donner des matériels basiques pour faire des images et de trouver de la joie dans tout cela. C'est une façon et ce qui ne serait plus de l'art en santé, mais de l'art-thérapie, ce serait d'essayer de rechercher les réactions émotionnelles et les contenus symboliques comme une forme de direction de la personne. Je pense que pour le bien de la professionnelle et pour le bien en premier lieu de la personne accompagnée,
Comme pour tout, il vaut mieux se former alors de manière spécifique si on veut vraiment prendre cette direction de l'art-thérapie. Est-ce qu'il y a des études comparatives entre art-thérapie, par exemple peinture, dessin, collage, versus musicothérapie ou zoothérapie? Les différences Les études comparatives entre les différentes formes de thérapie. Bon, les effets alors obtenus chez les patients, j'imagine, je le comprends comme ça, la question. Et je pense que ça, c'est vraiment des lignes de recherche futures qui seraient vraiment intéressantes. Et je crois qu'il n'y a pas non plus de compétition. Enfin, si la question est de savoir si la musicothérapie a plus d'effets thérapeutiques que l'art-thérapie, par exemple, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment important de savoir. C'est important de savoir si ça marche, ce qu'on utilise, et qu'est-ce que ça donne comme résultat. Parce que c'est vrai aussi que les personnes sont tellement variées dans leurs besoins, dans leurs liens, dans leurs intérêts, que tout le monde ne va pas adhérer à la même proposition. Et donc, il y a vraiment terrain pour tout le monde. Et je pense que il y a parfois effectivement des personnes qui vont préférer une action qu'une autre, mais quand on peut s'ajouter l'une à l'autre des activités, c'est encore mieux. Ceci dit, bon, je crois qu'il y a une limite, c'est la personne qui va décider où va son intérêt. Ce qui est bien, c'est comme ici, le fait ce magnifique hospice. Qui peut unir des professionnels des différentes thérapies créatives, sensorielles, de manière tellement holistique, et chacun peut utiliser ce qui lui fait le plus grand bien, quoi. OK. Ici conclut la conférence Teresa Deller, parrainée à cette occasion par l'Institut de soins palliatifs de Montréal, une branche de la résidence de soins palliatifs Teresa Deller. Nous sommes très reconnaissants de la Dr. Colette pour son expertise et le temps qu'elle nous a consacré aujourd'hui, ainsi que tout pour votre présence. Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire de l'évaluation auquel vous pouvez accéder à l'aide de ce code QR ici, et que nous vous enverrons bientôt par courriel. Nous avons hâte de vous revoir le 13 mars prochain lorsque Pierre Deschamps prendra la parole à l'Auditorium Aberman à l'Hôpital Général Juif et en ligne. Merci à tous et à la prochaine.